Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés. Heureux de vous retrouver après un long mois d'absence. Comme vous le savez, Cédric a déjà fait l'annonce, mais le site DailyFX devrait fermer ses portes sous peu. Par conséquent, j'ai décidé quand même de revenir animer quelques émissions. Je vous tiendrai bien évidemment informé de l'évolution de la situation. Pour ma part, j'ai prévu d'animer encore quelques briefings des marchés, une à deux fois par semaine. Ce ne sera plus des revues quotidiennes. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation pour vous dire quand s'arrêtera la dernière émission. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à vous informer que le site d'Elifix allait fermer, peut-être avec la chaîne YouTube, je ne sais pas encore, je n'ai pas plus d'informations. Pour l'instant, je continue les émissions. Je serai bien évidemment un peu plus présent sur Twitter, mais je vais diminuer le rythme avec voilà, une émission à mon avis le lundi et une autre émission soit le mercredi ou le jeudi. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, après un long mois d'absence pour ma part sur les marchés, durant la période estivale, j'ai pris certes de longues semaines de congé. Il s'est passé pas mal de choses. On a eu quand même une hausse des marchés assez impressionnante, du moins un puissant rebond sur le mois de juillet et début août sur l'ensemble des indices, que ce soit le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, le CAC ou le DAX. Et sentiment qu'on a eu une fin de rebond, très clairement, et une reprise du marché baissier en fin de semaine. Voilà. Pour moi, on a eu quand même un signal assez fort, venant en plus des banquiers centraux, notamment de Jérôme Powell, qui estime que les marchés se sont peut-être un peu bercés d'illusions en espérant un ralentissement dans la hausse des taux au cours des prochains mois. Finalement, Powell a un peu plombé l'ambiance lors de son discours euh, durant le symposium de Jackson Hole, laissant entendre que la Banque centrale américaine allait poursuivre finalement encore un certain temps sa politique de resserrement monétaire pour, encore une fois, maîtriser l'inflation. Donc, lors de son discours, il a aussi déclaré qu'une politique monétaire restrictive serait nécessaire pendant un certain temps avant que l'inflation ne soit finalement totalement maîtrisée. Ce qui risque derrière de peser sur les ménages, les entreprises et la croissance économique. Le risque, lui, de récession est toujours présent et n'a clairement pas disparu. Il y en a quand même une forte probabilité que l'économie mondiale entre en récession d'ici la fin de l'année, voire même en début 2023, même si les États-Unis, eux, sont entrés techniquement en récession. Maintenant, le président de la Fed n'a donné aucune indication sur les décisions qui pourraient être prises lors de la réunion de la Banque centrale, lors de la réunion de la Fed en septembre, mais les Fed Funds, eux, suggèrent qu'après son discours de vendredi, on ait une probabilité de 56 aux alentours de 57% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base. Rappelez-vous, au mois de juin, Powell nous disait 75 points de base, oui, mais il ne faut pas que cela devienne la norme. Bon, on a déjà eu deux hausses de taux de 75 points de base, finalement ça commence à devenir la norme. On a l'impression que les banquiers centraux ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qu'ils ont quasiment tout faux sur leurs prévisions, car on va encore avoir une hausse de 75 points de base à mon avis au mois de septembre, et cela va encore mettre les marchés sous pression, notamment les valeurs technologiques, puisque on a quand même eu une forte remontée des rendements obligataires au cours des dernières semaines. On fera le point dans la partie macro. En Europe, bon, sans surprise,
Après une fin de semaine assez chaotique sur les marchés américains avec une chute de 4% pour l'indice Nasdaq et un peu plus de 3% pour le Dow Jones, les bourses européennes, elles, amplifient le repli entamé après les déclarations de Powell en fin de semaine euh, et restent inquiètes justement sur les hausses de taux à venir qui pourraient une nouvelle fois pénaliser les entreprises et les consommateurs. Donc finalement, en déclarant en fin de semaine dernière que maintenir une politique restrictive pendant un certain temps pour juguler la hausse des prix, eh bien, ça a un peu jeté un froid sur les marchés, qui espéraient finalement que tous les premiers signes de détente sur le front de l'inflation eh bien, inciteraient les banques centrales à ralentir la remontée des taux. Donc là, les marchés se sont un peu fourvoyés, je trouve, ont un peu anticipé trop vite euh, le ralentissement de la hausse des taux, et finalement, Powell a dit qu'il était encore trop tôt pour anticiper une baisse des taux, ou voire même une pause. Le but, c'est pas de remonter les taux pour ensuite les baisser drastiquement. Je pense certainement que c'est une hausse provisoire, car tôt ou tard, ça va être trop difficile pour les marchés et l'économie de tenir cette cadence et ce rythme, mais pour l'instant, l'inflation est encore là, toujours présente et toujours sur des niveaux élevés. Donc il n'y a pas de... C'est encore trop tôt pour crier victoire et se précipiter pour revenir à l'achat de manière agressive sur l'ensemble des actions. Pour rappel, on a aussi une crise énergétique qui pointe le bout de son nez et ça pourrait faire très mal à la zone euro cet hiver, notamment quand on voit les prix de l'électricité en France, même en Allemagne. Donc ça va se répercuter dans les mois à venir. Donc pour l'instant, l'horizon n'est pas totalement dégagé et les banquiers centraux, eux, n'ont toujours pas prévu de faire volte-face. Voilà. Pour moi, j'attends que les banquiers centraux euh, lèvent le pied, envoient des messages un peu plus souples, qu'on voit un peu comment les marchés vont digérer un peu la crise énergétique à venir et peut-être commencer à revenir sur le marché actions un peu plus tard dans le but d'accumuler des actions sur le long terme. Pour l'instant, c'est encore trop tôt et les banquiers centraux n'ont pas fini, eux, je le pense en tout cas, de délivrer tous leurs messages restrictifs. Justement, on a plusieurs responsables de la Banque Centrale Européenne qui sont allés dans le même sens que Jérôme Powell pendant le week-end en redonnant du crédit à l'hypothèse d'une hausse de 3 quarts de point en septembre. Là encore, Christine Lagarde, rappelez-vous, début septembre, allez, on va dire premier trimestre 2022, nous disait peu probable d'avoir plusieurs hausses de taux en 2022. On les jugeait peu probable. On a déjà eu une hausse de taux de 50 points de base, et là, aujourd'hui, sur la table, on parle de 75 points de base. Donc finalement, on a des banquiers centraux qui revoient leur copie, et derrière, je trouve qu'il y a une perte de confiance, finalement, et ils donnent l'impression qu'ils ne maîtrisent pas totalement tous leurs outils monétaires, et ont du mal vraiment à avoir une direction claire et un calendrier clair sur les hausses de taux et sur la maîtrise de l'inflation pour les prochains mois. Donc là, les marchés monétaires de la zone euro ont revu à la hausse la probabilité d'une augmentation de 75 points de base des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne en septembre, après plusieurs déclarations de différents responsables de l'institution, puisqu'ils jugent nécessaire, en tout cas, le contrôle et la maîtrise de l'inflation pour les mois à venir, sous peine de créer quelques accidents, et voire même une récession assez profonde en zone euro, couplée à une crise énergétique. Concernant les rendements obligataires, donc dans la partie macro, ici, on a le taux à 2 ans
Pareil, des éléments clés à surveiller sur les marchés, hein, les rendements obligataires qui se sont d'ailleurs inversés depuis plusieurs semaines, notamment pour le 10 ans et le 2 ans. Le 10 ans est à 3,12 et le 2 ans 3,45. Donc on avait eu une accalmie depuis un certain temps, ce qui a permis à la tech de bien rebondir notamment. Et là, depuis plusieurs semaines, je note de nouveau une accélération sur le rendement à 2 ans et sur le rendement à 10 ans. Donc pareil, hein, pour rappel, hein, l'inversion de la courbe des taux signifie généralement une récession à venir au cours des prochains mois. Donc là, c'est le cas. Et on note quand même que les rendements américains à 2 ans ont quand même atteint leur plus haut niveau depuis 2007. Après, justement, que Powell et plusieurs des responsables de la Fed ont continué de délivrer en tout cas des messages, je dirais, assez hawkish lors de la réunion de Jackson Hole. Donc là, techniquement, les valeurs technologiques sont sous pression. Pour rappel, l'envolée des rendements obligataires pénalise l'ensemble du compartiment technologique. Et effectivement, comme on a pu le voir vendredi, l'indice Nasdaq a quand même lâché un peu plus de 4%. Donc pour l'heure, un signal baissier, en tout cas je dirais une fin de rebond technique et peut-être un début d'une nouvelle jambe de baisse sur l'ensemble des indices et notamment sur la tech. Et effectivement, si on continue cette ascension fulgurante et ascensionnelle sur les rendements obligataires, forcément les techs vont continuer de souffrir et d'être sous pression. Deuxième élément qui m'incite à la prudence sur les marchés, c'est le bilan de la Fed. Donc les marchés, comme vous le savez maintenant, sont dopés par les liquidités injectées par les banquiers centraux. Donc là, on a eu des injections pharaoniques de liquidités de 2020, depuis la crise liée au Covid, donc de mars 2020 à fin 2021. Et la Fed avait annoncé début 2022 la réduction de son bilan. Donc effectivement, on le voit ici que la Fed a commencé à réduire son bilan en juin, mais elle accélère le mois prochain pour atteindre son taux maximum, c'est-à-dire 95 milliards de dollars par mois. Donc là, on va quasiment doubler la réduction de bilan. On va passer, en tout cas, ce sera 60 milliards de dollars de bons du trésor et 35 milliards de titres adossés à des créances hypothécaires. Donc là, pareil, logiquement, la Fed est censée accélérer la réduction de son bilan. Donc qui dit moins de liquidité sur les marchés, forcément difficile derrière pour les marchés de repartir vers, je dirais pas vers de nouveaux plus hauts, mais repartir de l'avant, étant donné que les marchés sont très fortement corrélés aux liquidités injectées par les banquiers centraux. Et donc là, la Fed a certes commencé à réduire son bilan, un petit peu, mais elle va le doubler à partir du mois de septembre. Donc ça, pareil, un élément qui plaide plutôt pour une accélération de la baisse, en tout cas sur les indices, à partir, dès maintenant en tout cas, à partir du mois prochain. Mais je trouve qu'on a beaucoup d'éléments qui plaident au contraire pour une nouvelle vague de baisse plutôt qu'une nouvelle jambe de hausse. Entre les discours assez hawkish des banquiers centraux, la réduction des bilans des banques centrales, la dégradation macroéconomique, l'inflation toujours sur des niveaux assez élevés et l'envolée des prix de l'énergie, notamment ceux de l'électricité en zone euro. Donc crise énergétique derrière à venir. Donc un mauvais cocktail selon moi qui m'incite à la prudence sur les marchés, voire même sur une poursuite de la baisse sur de nouveaux plus bas sur l'ensemble des indices. Enfin, pour terminer, ici c'est la comparaison du Dow Jones en 2008 versus 2022. Bien évidemment, ce sont des données à prendre avec des pincettes, comme toujours, car certes, on a une corrélation intéressante, mais ce qui se passe
en 2022 n'a rien à voir avec ce qu'il se passe en 2008. L'inflation n'était pas aussi élevée, c'était une crise des subprimes. Là, on est dans une crise énergétique, dans une inflation qui devient incontrôlable et un contexte macro qui se dégrade et des indices qui ont été soutenus pendant 12 ans de manière artificielle par des banquiers centraux et des injections de liquidités. Donc un marché qui commence à s'essouffler et à corriger après 12 ans de hausse quasiment non-stop sur les marchés américains. Donc un contexte différent, mais des similitudes intéressantes, notamment dans ce qui s'est passé ici. À savoir, effectivement, si on regarde la baisse de 2008 par rapport à 2022, pour l'instant, on est vraiment sur un très beau copier-coller, avec une première baisse, une remontée, une baisse, on est remonté, chute, on remonte un peu. Comme ici, en 2008, lors de ce puissant rebond, on a dépassé l'ancien sommet ici, ce fut le cas là, et gros signal baissier donné vendredi par Powell, qui selon moi plaide pour une fin de hausse à court terme, et je m'attends à une nouvelle jambe de baisse. Donc maintenant, reste à savoir jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va casser les anciens plus bas. En tout cas, pour ma part, voilà, je suis plus prudent sur la hausse maintenant. J'estime qu'on a eu un signal venant des banquiers centraux, donc il ne faut pas le négliger, très clairement. Maintenant, c'est pas dit derrière qu'on fasse ce schéma-là. Vous voyez, qu'on fasse une nouvelle jambe de baisse, très bas, qu'on rebondisse, et là qu'on ait une phase de capitulation de la part du marché. Voilà, on peut très bien faire le yo-yo, aller un peu plus bas. Mais en tout cas, je remarque vraiment une similitude assez impressionnante entre 2008 et 2022, surtout sur ce point haut, avec le signal de baisse qu'on a ici. Donc pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un marché baissier en 2022, avec deux puissants rebonds techniques à l'intérieur de ce marché baissier. D'où l'importance de ne pas se laisser piéger et d'attendre qu'on ait de véritables signaux de reprise haussière qui passeront soit par les banquiers centraux, soit par une amélioration de la situation macroéconomique. Concernant la partie graphique, bon, j'ai été peu présent au cours des dernières semaines, même sur Twitter. Néanmoins, j'ai publié quelques tweets ici pour vous dire, prudence, des signaux baissiers se mettent en place sur le DAX et sur le CAC. Une correction est donc désormais même plausible et envisageable. Effectivement, on a eu un magnifique signal baissier sur MM200, retracement de 50% de la dernière vague de hausse, avalement baissier sur retracement Fibo, résistance et MM200. Donc c'est chose faite. Donc j'espère que celles et ceux qui ont un peu suivi ces tweets ont pu bénéficier de quelques gains en tout cas. Maintenant, je reste baissier, bien évidemment à moyen long terme, mais à court terme, je me montre, je dirais pas plus prudent, mais je serais pas étonné qu'on ait un rebond technique avant rechute. Là pour moi, on a fait une belle vague de baisse. Il est important de prendre une partie de ses bénéfices, à abaisser ses stops, mettre un stop break-even, mettre un stop loss win, mais on est sur gros niveau de support. Vous voyez, on est revenu sur... Alors, je vais essayer... Tac. Voilà. Donc là, je vais enlever même l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Vous voyez, on est sur un niveau de support assez important. Donc les anciens plus hauts de 2007 et les anciens plus hauts de 2020. Donc, pour l'instant, j'estime que les vendeurs gardent la main. On a même eu un avalement baissier daily sur MM200 et un avalement baissier weekly sur MM50. Donc pour moi, c'est quand même assez baissier. On est sur support. Je n'exclus pas un rebond avant rechute. Donc là, pas de plan de trading, je dirais,
dans l'immédiat, mais bien comprendre la réaction des prix. Donc, pour l'instant, on est sur toujours une séance flux à la suite de vendredi dernier. Les acheteurs ont du mal à se manifester. Pourquoi pas un rebond? Et bien évidemment, si on break les 6100 points, je repasserai très fortement vendeur pour aller chercher les différents niveaux de support, à savoir 5950 et, euh, et la borne basse du range, qui est ici. Voilà, pour moi, on a un joli range, juste ici. Peut-être là, voilà. On est dans un range. On a fait un excès haussier, gap, avalement. On est revenu un peu sur le milieu de range. Voilà, donc milieu de range, vous le savez, c'est un peu la machine à laver, c'est la grosse bataille. Si on casse les 6000 points, pour moi, c'est rotation complète des prix vers la borne basse du range. Pour l'heure, j'ai pas envie d'être vendeur. On a une grosse accélération baissière. On a un RSI qui commence à être saturé. Pourquoi pas chercher dans cette zone des petits signaux intraday pour jouer un petit rebond, mais derrière repartir dans le sens du flux pour aller chercher plus bas. Voilà la stratégie que j'ai actuellement. Si on n'a pas de rebond et qu'on casse, dans ce cas-là, on continue les ventes jusqu'à aller chercher la borne basse du range. Pour l'heure, en données 4 heures, j'ai pas de chantier de retournement et en données horaires non plus. Voilà, on a peut-être ce petit chandelier ici, on se stabilise. Vous voyez qu'on est sur son milieu de range, 6150, c'est un niveau de support. Surveillez peut-être en 15 minutes une réaction. Pour l'instant, voilà, on tente de se stabiliser enfin, donc peut-être qu'on va essayer de reprendre un peu de hauteur pour venir combler ce gap avant rechute, mais trop tôt, enfin trop tard maintenant pour vendre. Voilà, on a eu les signaux baissiers en haut, on a perdu 500 points, donc c'est pas maintenant qu'il faut vendre. L'idéal c'est de vendre sur rebond ou à la cassure des 6100 points. Concernant le DAX, c'est l'indice le plus faible. Il sous-performe clairement, mais là, encore une fois, pareil, hein, le signal, lui, était magnifique. Il y avait juste à tracer une oblique et à guetter un signal de retournement sur oblique, comme pour le CAC, et belle dégringolade. Donc là, pareil, finalement, je ne serais pas étonné de voir le comblement du gap ici avant retour sur la borne basse, du moins sur notre zone de support. Voilà, on a une très belle zone de support ici. On est venu la tester une fois, deux fois, trois fois. Donc pareil, l'idéal, comme pour le CAC, si on effectue une rotation complète des prix, c'est de retourner sur la borne basse. En tout cas, sur notre zone de support. Et si on casse ce niveau, là, je m'attends à une phase baissière assez importante pour les semaines et les mois à venir. C'est très clairement en fait le pivot clé. Soit on arrive ici, on tient, et dans ce cas-là, on essaye de préserver ce niveau avec des rebonds pour essayer de former un range. Mais si on casse les précédents plus bas, là les vendeurs prendront véritablement la main et on pourra aller chercher bien plus bas. Pour l'heure, pareil, petite remontée. Actuellement, en données horaires, bon, j'ai pas plus d'informations, mais comme je vous le disais, je ferais bien un rebond avant rechute. Pour l'heure, on semble se stabiliser. Et effectivement, tenter des ventes maintenant, ça me paraît un peu tard. En tout cas, voilà, on est en pleine accélération baissière. Il faut plutôt encaisser, prendre des bénéfices, abaisser ses stops et plutôt chercher des ventes sur rebond. Voilà, comme ici, sous résistance. Donc plutôt intéressé pour de nouveau vendre l'indice aux alentours des 13 000 points, 12 940. Concernant le Dow Jones, bon, le Dow Jones, j'ai regardé en données weekly. Ici, on aurait, c'est vrai que pour moi, on a un chantier de retournement très violent même. Normalement, on est censé clôturer ici.
voyez, étoile du soir doji sous MM50. Bon, là, on a vraiment fait en plus un Marubozu baissier. Donc là, pour moi, on a un signal technique baissier en données hebdomadaires, très clairement, sur l'indice américain. Donc, baissier, comme je vous le disais, à moyen long terme, mais je n'exclus pas à court terme de jouer des petits rebonds. Mais je garde un biais baissier quand je vois les messages qui ont été délivrés en fin de semaine dernière, l'espèce d'euphorie qu'on a eue durant le mois de juillet avec un marché qui s'est totalement fourvoyé sur un espoir concernant la baisse des taux, finalement retour à la réalité, et voilà, ça fait mal, on perd 4%. Donc, je ne serais pas surpris qu'on revienne chercher les gros niveaux de support. Maintenant, on a fait quand même une belle accélération baissière. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de chercher un achat de court terme sur ce niveau-là. Voilà. Pour moi, vous voyez, on a une belle zone. Ici, une petite zone de polarité. Tac, tac. Ici, elle a été gapée. On a la MM50 qui remonte. Si on ouvre avec un gap baissier, eh bien, pourquoi pas chercher à l'ouverture sur ce niveau-là avec la M50 qui remonte, des achats juste pour venir combler le gap et ne pas être trop gourmand. Hein. Pour moi, là, on a quand même eu un véritable signal technique. Donc, à court terme, tant qu'on ne casse pas cette zone, venir chercher des achats pour jouer le rebond technique. Et si derrière ça casse, eh bien, continuer les ventes en direction des prochains niveaux de support. Là, pour moi, en données 4 heures, rien à signaler. C'est vraiment baissier. On a peut-être retracé. Vous voyez, voilà, les 50%. Donc, venir chercher 50%, retracement, rebond. Et si on casse les 50%, eh bien, aller chercher le palier suivant, 61,8 et 30 660. Voilà. Pour moi, je verrais bien une nouvelle jambe de baisse se mettre en place. Mais à l'intérieur de cette jambe de baisse, on peut avoir des rebonds de court terme. Et là, j'estime que vendre ici, c'est clairement pas terrible. Vendre sur une belle zone comme ça, mieux vaut tenter un achat de court terme pour rebond technique ou attendre sa cassure pour reprendre les ventes dans le sens du flux. Concernant les futurs, de taper notre zone. Alors j'ai pas mis à jour mes graphiques sur les futurs, mais voilà, vous voyez le plan, c'est à peu près ça l'idée. Donc là, surveillez l'ouverture de votre cash à 15h30 et regardez où est-ce qu'on se situe. Donc là, on est remonté un peu. Sur la M50 est remonté un peu sur les futurs, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est sur le cash. Vous voyez qu'on est vraiment sur le support. Hein. C'est la zone que je vous disais sur le cash, elle est ici. Donc là, pareil, vendre ça, je vous ai montré DAX, CAC, Dow Jones, vous voyez qu'ils sont tous sur support. Donc vendre un support là, c'est franchement pas la meilleure chose à faire. Donc, au contraire, je ne dis pas qu'il faut repasser full à l'achat. Je suis baissier, je verrai bien juste un rebond avant une nouvelle rechute. En tout cas, tant que les gros supports sur CAC et Dow Jones tiennent, j'estime que les acheteurs peuvent se manifester à court terme. Après, voilà, je trouve qu'on a une dégradation technique et si on enfonce ce niveau, eh bien, je verrai bien une nouvelle accélération en direction des prochains niveaux de support. Mais là, à court terme, possibilité de mettre en place un plan swing, notamment un plan swing intraday. Vous voyez, on est en train de se stabiliser. Donc là, on était vraiment en phase de chute, et depuis cette nuit, on se stabilise. Donc, si derrière, on peut faire un petit range, sortir par le haut, pourquoi pas jouer un rebond technique, mais ne soyez pas trop gourmand. Concernant le Forex, très honnêtement, ça va aller vite. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant sur le Forex. On a vraiment de l'action sur les indices. On a eu beaucoup d'actions en fin de semaine dernière. Donc là, vraiment focus. J'ai passé pas mal de temps sur les indices pour vous donner les niveaux clés à surveiller selon moi, un peu ma stratégie. Sur le Forex, je trouve que c'est franchement mou. Rien n'a changé, que ce soit sur l'euro-dollar, le GBP-USD. On va éventuellement scanner ces deux paires. Alors, est-ce que je l'ai bien pris? Configurer. Je regarde que je ne sois pas en échelle logarithmique. Ok, c'est bon.
tracer mon canal en étant très précis. Voilà. Tac. Donc je vous disais, c'est toujours baissier sur l'euro-dollar. Des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, selon la théorie de Dow. Maintenant, pareil, je note que il n'y a toujours pas de signal de reprise haussière. On est sous résistance, sous la parité. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher un peu plus bas. Voilà, pour l'instant on se stabilise. Vendre là, j'ai un peu de mal. Être acheteur, c'est la même chose. Je surveille très clairement le range qu'on a ici en données 4 heures. Et effectivement, je peux comprendre celles et ceux qui sont intéressés pour tenter des ventes ici. On a un beau range 4 heures sous résistance. J'attendrai quand même l'ouverture à 15h30 avec un stop loss peut-être un peu au-dessus pour tenter de nouveau un retour vers le bas et peut-être une accélération. Bon, j'attends de voir, on est en début de semaine, je note vraiment juste ce range de consolidation. Pour l'instant, même en données horaires, j'ai pas de chandelier de retournement, mais j'aime bien en données 4 heures ce qu'on est en train de faire. Le haut du nuage, Kijun MM50, effectivement, si on casse en clôture et qu'on repasse au-dessus de la parité, pourquoi pas chercher des achats avec un stop loss au milieu et se dire, bon, on essaye d'aller chercher un peu plus haut. Mais pour moi, il va falloir breaker ce niveau-là en clôture. Voilà. Donc, si on passe Kijun MM50 haut de range, clôture, pourquoi pas avec un stop serré aller chercher 50 pips, voire 100 pips en TP2. Pour l'instant, ça reste baissier. Tant qu'on bute sous ce niveau, pour moi, les vendeurs ont toujours la main. Maintenant, si on a un gros signal baissier dans les prochaines heures, et bien à l'inverse, de nouveau vendre pour viser en TP1 la borne basse du range et en TP2 l'objectif théorique. Donc voilà le plan que j'ai actuellement sur l'euro-dollar. Le GBP USD, c'est ultra baissier. J'ai pas grand chose à vous dire sur cette paire. Je la passe en revue, mais on est bien orienté pour retourner sur les plus bas. Divergence ici qui n'a pas été validée. On est vraiment en pleine accélération baissière. On a cassé quand même des gros niveaux de support ici. Vous voyez, là on avait quand même, voilà, ici, là, et là ça a cassé. Donc je trouve que c'est vraiment baissier, plutôt envie de trader dans le sens du flux et de me dire qu'en données daily, on a peut-être un canal pareil qui permet un peu de cadrer cette dynamique baissière. Vous voyez, on avait notre niveau de support, notre range, cassure par le bas. Bon, je serais pas étonné qu'on vienne chercher un peu plus bas. 100, 200 pips plus bas. De nouveau, si on se met en données 4 heures, voilà, on avait notre range, consolidation dans le range, cassure par le bas. Et si je reprends un peu notre canal baissier, pour moi, il n'y a pas grand chose sous les pieds. Donc on a cassé les niveaux de support, c'est ultra baissier, donc je verrai bien de nouveau une accélération vers la borne basse. Donc voilà le plan sur le GBP USD, donc en tout cas comment cartographier un peu cette paire, mais plutôt chercher des trades dans le sens du flux. Voilà, c'est baissier depuis 1 an pour l'instant, donc vendre tous les gros rebonds et viser peut-être des objectifs qui correspondent à des niveaux clés d'un point de vue de chartiste. Le gold. Le gold, plombé par la remontée récente des rendements obligataires et la force du dollar aussi. C'est vrai qu'on avait eu une belle remontée ici. Faille breakout, faux signal haussier. On est en train de retomber. Donc le dollar est fort, les rendements obligataires accélèrent de nouveau,
forcément, ça pénalise le métal jaune. Pour l'instant, ouais, on avait peut-être un canal ici. Bon, j'en ai une fausse cassure. J'avais tracé un biseau. Je vais garder l'oblique basse, qui pour le coup me plaît bien. Ici. Mais je vais enlever l'oblique haute. Et peut-être essayer de recadrer. Là, j'ai que 2 points de contact. On va essayer de prendre ce point-là. Ça m'en ferait 3. 1, 2, 3. Et si je prends celui qui est en haut, je vais plutôt laisser comme ça. En coupant un peu la mèche. Bon. On a un peu ce canal baissier qui est toujours en place. Pour moi, le pivot clé, c'était les 1800. Pour l'instant, ça ne tient pas. Là, on est sur un niveau de support intermédiaire. 1725. Donc là, moi, ce qui m'intéresse très clairement, c'est le range. Et de vous dire de passer à l'achat par ici. Là, on a de nouveau un très beau niveau clé. Et je pense que ça peut être intéressant de tenter un achat swing dans les prochaines semaines sur bas de range et même 200. Voilà. Donc, si ça tient de nouveau, on l'a déjà testé une fois. On va sûrement le tester une deuxième fois. Vous voyez ce rebond ici, tac, hop. Fausse cassure des 1800. Donc on a un niveau de support intermédiaire à 1725. Si certains veulent tenter des achats sur ce niveau, dans ce cas-là, basculez sur les unités de temps inférieures et regardez si vous avez des signaux de retournement. Pour ma part, j'ai plutôt un objectif swing de tenter de nouveau un achat sur le bas de range hebdomadaire, non loin de la MM200. Donc la zone qui va m'intéresser pour les prochaines semaines, c'est 1670, 1685. Donc ça, c'est vraiment la zone où il faudra tenter un achat si on a une réaction positive. Voilà. Et derrière, peut-être qu'on fera un double creux. J'en sais rien. Mais en tout cas, de nouveau, pour moi, c'est une zone où, qu'il faut mettre à profit. En revanche, si on casse sous MM200, alors là, danger. On risque d'aller visiter un peu plus bas. On aurait quasiment un double top. Donc pour moi, la zone qui m'intéresse, c'est vraiment ce niveau. MM200, bas de range. Maintenant, à court terme, en tout cas en données daily, j'ai pas envie d'être acheteur sur ce niveau-là. Alors oui, on a eu une réaction positive une fois ici, une fois là. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, je trouve. Et bon, ok, j'ai un petit avalement haussier ici en données 4 heures. C'est le seul élément convaincant, mais j'ai quand même envie d'attendre un peu plus bas. Donc, si certains veulent tenter, ceux qui sont à l'aise en intraday, pour prendre quelques points, pourquoi pas? Si vous estimez que le signal est conforme, effectivement, on a une petite divergence haussière qui a été validée en données horaires, juste ici, tac. Voilà. Donc là, on a une petite divergence qui s'est validée. Pourquoi pas aller chercher un peu plus haut? Mais ne soyez pas trop gourmand. Derrière, l'idéal pour l'instant, pour moi, c'est de nouveau retomber plus bas et d'aller chercher notre MM200 pour le coup, avoir un joli swing, un trade swing derrière, avec un super ratio risque-reward. Donc ça, c'est quand même plus pertinent que de payer ici. Maintenant, reste à savoir si le marché va retourner sur son bas de range. Mais dans le plan moyen-long terme swing, voilà, c'est de retourner sur ce niveau avec un excellent ratio risque-reward et pourquoi pas espérer une nouvelle reprise haussière avec à la clé un double creux si on casse les 1800. Le Brent. Bon, le Brent reprend des couleurs. On a quand même eu un joli double creux qui a été validé. Donc on reprend un peu du poil de la bête, très clairement. Voilà, double creux ici, 1,
2, confirmer. Bon, ce qui me dérangeait un peu, c'était l'avalement baissier qu'on a eu ici. Je suis un peu méfiant, mais on reste au-dessus des MM200, mais on reste quand même prisonnier entre MM200 et MM50. Bon, néanmoins, on a quand même cassé l'oblique baissière. Donc on a quand même une belle oblique, cassée avec une bougie flux, et derrière, double creux qui a été validé. Ici. Donc si je reporte la hauteur, ça devrait nous amener par ici. Voilà. Donc là, on a une zone par là. C'est l'objectif du pétrole Brent. Donc si certains veulent tenter un achat, pour l'instant, ça tient. Finalement, on a fait notre double creux, pullback, ça repart. Tant qu'on ne casse pas les 98,70, on a un début de reprise haussière. Donc là, le stop, finalement, il est assez facile à placer pour celles et ceux qui sont à l'achat. C'est sous ce niveau de support. Là, on a notre belle zone. Donc là, on a une autre mèche. Donc pour moi, ce serait un stop loss par ici. Voilà. Stop loss par ici. Ça fait un ratio quasiment de 1 pour 2. Vous pouvez peut-être même remonter un peu si vous le souhaitez. Pas trop. Mais par là, ça me semble bien. Vers les 97, 86, 95. Reporter la hauteur, mais voilà, il n'y a pas besoin de mesurer, ça se voit à vue de nez que la hauteur, ce serait les 108. Donc, plutôt un biais haussier de court terme sur le marché pétrolier. En données 4 heures, voilà, on a la MM50 qui remonte ici, donc on confirme bien un peu ce début de reprise haussière, ce double creux qui a été confirmé. Donc, pourquoi pas aller chercher les 108. Donc, pour l'heure, tant qu'on ne repasse pas sous les 98,70, les acheteurs à court terme ont la main. Maintenant, données weekly, ouais, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Ouais, ça confirme mon sentiment haussier, je ne l'avais pas vu. Ok, c'est plus sur Melishimoku, donc on bute sur le nuage. Et parfaite réaction sur AM50, avec avalement haussier en plus. Vous voyez là, la MM50 qui vient cadrer les prix à chaque fois, permettre la nouvelle jambe de hausse, et là, réaction avec un marteau ici, premier marteau, confirmé avec un avalement haussier. Donc là, effectivement, j'ai du mal à être baissier, avec un double creux en données daily. Donc effectivement, premier TP, ce serait d'aller chercher les 108, et en TP2, ce serait un retour sur les 114,55. Donc voilà le plan. Pour l'instant, plutôt haussier. Effectivement, il faudrait qu'on casse notre Tenkan et là, on aurait le champ libre pour aller chercher nos objectifs. Le light, c'est pas aussi sexy. C'est clairement pas aussi sexy. Vous voyez, on est encore dessous la MM200. Alors que le Brent, on est vraiment en dessous. Après, je vous l'accorde, oui, on a aussi eu ce beau marteau. Mais là, l'avalement n'est pas top. N'est pas top parce qu'on a tout simplement un peu trop de mèches. Encore une fois, je suis pas fan de ça. J'aime bien les avalements qui ont du corps et pas beaucoup de mèches. Puisque la force acheteuse ou la force vendeuse se trouve dans le corps, tandis que l'hésitation du marché se trouve dans les mèches. Donc là, je trouve on est un peu sur un grand doji plutôt qu'un bel avalement aussi. La configuration est à peu près la même. Je préfère néanmoins celle du pétrole Brent, qui est plus propre puisqu'on a vraiment bien rebondi sous la MM200. Après, à court terme, voilà, pareil ici, on est au-dessus de la MM200 sur le Brent, là on est en dessous, et vous voyez que la ligne de coup, bon, on est sous la ligne de coup. Donc je suis pas fan de la structure. On a juste peut-être brisé notre oblique, effectivement, qui cadrait un peu cette dynamique baissière. On est sur un début de reprise haussière, mais voilà, je préfère la structure du Brent qui est un peu plus propre. Après, bien évidemment, si le Brent reprend de la hauteur, prendre 4-5%, forcément le light va suivre aussi, le WTI. Mais pour l'instant, voilà, on voit très clairement que la structure est bien plus propre sur le Brent que sur le WTI. Donc, quitte à choisir un plan de trading, je préfère me focus sur le Brent où notre double top est bien, notre double creux est bien validé. On est au-dessus de la MM200, on a un bel avalement haussier. Donc j'ai du mal à être baissier. Après là, c'est le même constat. Si vous êtes acheteur ici,
Invalidation du plan si on casse les 89. 89, 15, 89, 20 à peu près, voilà. Faut pas repasser sous la Tenkan ici, et sous notre zone. Invalidation du plan baissier, mais je trouve quand même que notre plan est plus sympa sur le pétrole, Brent. Voilà, où là on est au-dessus des lignes de coût, on a cassé l'ancien top ici, donc effectivement on amorce un début de reprise haussière. Les crypto-monnaies, maintenant. Pour moi, c'est trop tôt pour revenir à l'achat. Ça pue, très clairement. Je vous le dis. En fait, ce qu'il faut retenir, et c'est là où j'ai des signaux qui s'activent dans ma tête, c'est que durant fin juin jusqu'à mi-août, on a eu une reprise haussière sur l'ensemble des indices. Le Bitcoin est fortement corrélé au Nasdaq. Et si on regarde le Nasdaq, voilà la hausse du Nasdaq qu'on a eu fin juin jusqu'à mi-août. Donc on s'est quand même envolé de quasiment 25%. Et le BTC a à peine rebondi. Donc on a clairement eu une sous-performance dans la hausse, par contre on a une parfaite corrélation dans la baisse. Donc là, le BTC bat de l'aile, très clairement. Et je trouve que pour l'instant, les signaux haussiers ne sont pas présents. En tout cas, la reprise haussière est selon moi prématurée. Et on n'est pas à l'abri, pareil, d'une nouvelle jambe de hausse, d'une nouvelle jambe de baisse, pardon, sur le BTC, notamment si les indices décrochent à nouveau. Donc effectivement, qu'on voit qu'on a eu un rebond de 25%, et que ici, voilà, bon, 27, mais bon, par rapport à du BTC, un actif qui est quand même assez volatile, on aurait pu s'attendre à un rebond sur les 30 000. En revanche, l'Ethereum, lui, nous a fait un beau rebond. On reviendra après, mais là, je trouve que c'est pas suffisant. Comme je vous le disais avant que j'arrête cette émission mi-juillet, je vous avais mis des zones clés. Zone de reprise haussière, pivot clé à préserver. Je n'ai pas bougé ces lignes depuis un mois finalement. Et on constate ça reste toujours baissier. On n'a pas réussi finalement à casser une seule résistance sur le BTC depuis le mois de novembre. Ça reste baissier. Là, on n'a pas réussi une seule fois à casser une grosse résistance. Ici, c'était les 55 000. Ici, c'était les 48 000. Ensuite, on a eu les 37 000. On a cassé les 30 000. Les 25 000, là, on a tenté la reprise haussière, mais pour moi, elle est complètement avortée, cette reprise haussière. On n'a pas réussi à casser, on a tenté ici, c'est retombé. Donc, ça reste extrêmement baissier, en fait, tant qu'on n'a pas réussi à casser des résistances, alors qu'effectivement, sur le Nasdaq, on a quand même cassé des résistances. Ici, on avait cassé le précédent top, on est retombé, mais au moins, on a eu un début de reprise haussière, qui était pour moi une fausse reprise haussière et juste un rebond technique, fait en l'absence de la majorité des investisseurs et sans volume. Donc, c'était du vent, très clairement. Maintenant, sur le BTC, pareil, on consolidait dans un canal haussier, zone de reprise haussière, on n'a pas réussi à la reconquérir, bon, bah retour sur le pivot clé, et sorti par le bas d'un canal baissier, certains y verront même un drapeau. Bon, j'ai plus envie de mettre ça dans un canal baissier. Maintenant, reste à savoir si on va rentrer dans un range, comme cela, ou si on casse notre pivot clé. Auquel cas, chute à 17 000 et ensuite 12 000. Pour rappel, j'ai toujours mon objectif à 12 000. Voilà, moi, c'est mon objectif que j'ai à 12 000. J'en ai longuement parlé. Je vous le réexplique pour les nouvelles et les nouveaux. Mais c'est mon double top. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le double top qui a été validé. Donc j'ai pas la deuxième flèche, la première flèche violette ici, mais j'avais reporté la hauteur de là à là, et c'est 12 000. 12 000, et pourquoi pas 10K, étant donné que c'est un seuil psychologique.
Donc ça reste mon objectif. Maintenant, le pivot clé, comme je vous l'ai dit, c'est 19 000 en clôture hebdomadaire. Donc pourquoi pas tenter de nouveau des achats vers les 19 000 avec un stop très serré sur signal. Maintenant, si on casse en données hebdomadaires les 19 000, ne courez pas après le BTC. Rappelez-vous qu'on a validé une figure technique de retournement haussière et qu'on peut aller chercher plus bas. Donc, plus intéressant d'avoir du BTC à 12 000 plutôt qu'à 17 000. Le prochain support est à 17 000, mais vraiment, si on casse les 19 000, ça renforcerait une fois de plus l'hypothèse d'une nouvelle accélération en direction des 12 200, où là on a une très belle zone de support. Donc voilà les grandes lignes sur le BTC. Range à venir, stabilisation ou cassure des anciens plus bas en clôture hebdo, auquel cas accélération vers 17 000 et ensuite 12 000. Concernant l'Ethereum, alors oui, on a eu un beau rebond. Pour le coup, l'Ethereum, vous voyez, quasiment triple creux, on a cassé, on a bien rebondi, on a cassé des résistances. Là, oui, je suis d'accord pour dire qu'on a vraiment eu une surperformance de l'Ethereum, qui a quand même repris quasiment 100%. Donc là, on a eu un vrai rebond. Maintenant, on commence à s'essouffler. Je vais repasser en échelle linéaire et pas logarithmique parce que j'ai un canal baissier. Voilà. Donc là, on est toujours à l'intérieur d'un canal baissier. Et ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'on a quand même une épaule, tête, épaule, et qu'elle est validée. Et donc là, pareil, je suis un peu plus prudent maintenant. Voilà, on va pas se mentir, elle est quand même très belle. Tac, si je la retrace un peu mieux, ici. Voilà, donc là on a vraiment une belle épaule, tête, épaule, on est en train de faire le pullback. Donc c'est quitte ou double maintenant. Pareil, si on accélère et qu'on casse les précédents plus bas, donc si certains veulent tenter une vente, eh bien pourquoi pas. C'est pas interdit de vendre les crypto-monnaies avec un stop loss par ici. Mais là j'ai plus un biais baissier sur l'Ethereum, très clairement. Voilà, je trouve qu'on a vraiment une très belle figure de retournement après 100% de hausse. Et actuellement on est en train de faire le pullback. Donc effectivement, si on ne parvient pas à reconquérir les 1550, allez, on va dire 1600 en clôture, au-dessus de la M200, pour moi, les vendeurs gardent la main et je verrai bien un retour sur 1240, voire même 1000 $. Car si je reprends l'objectif théorique à peu près de cette figure, ouais, ce sera à peu près les 1000 $. Voilà. Donc objectif théorique 1000 $, à voir si on confirme. En tout cas, je note une dégradation de la reprise haussière avec une figure technique de retournement, le BTC, une sortie par le bas du canal, et les indices qui ont déclenché un signal baissier après les annonces de Powell. Donc une dégradation sur l'ensemble des actifs risqués, donc soyez prudents, pas trop gourmands, ajustez votre trading, votre money management, et dites-vous bien qu'on peut aller encore plus bas sur les cryptos. Et donc qu'on peut de nouveau avoir bientôt les soldes pour celles et ceux qui seront bien évidemment patients et pas trop cupides. Donc voilà, les grandes lignes, pareil sur l'Ethereum, je trouve qu'après une hausse de quasiment 100%, ça se dégrade. Les actifs risqués en tout cas se dégradent et je ne serais pas étonné de voir une nouvelle jambe de baisse sur l'Ethereum au cours des prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et comme je vous le disais, je vais réduire la cadence sur les émissions étant donné que DailyFix va bientôt fermer ses portes. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Je serai plutôt sur 1 à 2 émissions par semaine. La première le lundi, la deuxième soit le mercredi ou le jeudi. Bien évidemment, j'essaierai d'être un peu plus présent sur Twitter pour vous guider quotidiennement sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et soyez prudents sur la
sur les marchés.